Bonjour la famille, Isma Daisy. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches et activez les notifications de publication afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Georges Omican est né dans le luxe, fils unique de la puissante famille Omican. Son père, un homme d'affaires redoutable, possédait l'Omican Company, l'une des entreprises les plus grandes et les plus influentes du pays. Dès le jour de sa naissance, il fut traité comme un roi. Ses parents le comblaient de tout ce que l'argent pouvait acheter, vêtements de créateurs, derniers gadgets et une flotte de jouets qui pourraient remplir un manoir. Le domaine Omican lui-même était un témoignage de leur richesse, une vaste propriété avec des portes imposantes, des jardins manucurés et un grand manoir qui semblait toucher le ciel. La chambre de Georges était à elle seule plus grande que la plupart des maisons familiales, décorée avec les meubles les plus raffinés et bordée d'étagères de jouets coûteux avec lesquels il jouait rarement. Il n'a jamais connu le sens du mot non. Dès son plus jeune âge, Georges fut protégé de tout ce qui était le moindrement inconfortable. Ses parents croyaient que leur fils ne méritait que le meilleur, et ils veillaient à ce que rien ne perturbe jamais son monde privilégié. Si Georges voulait quelque chose, il l'obtenait. S'il faisait une erreur, elle était couverte. S'il piquait une crise, elle était accueillie par l'indulgence. Lorsque Georges renversa accidentellement un vase antique valant des milliers de dollars lors d'une fête, ses parents se contentèrent d'en rire. « C'est juste un garçon », avait dit son père, écartant l'incident comme si cela n'avait aucune importance. Sa mère, tout aussi aimante, disait « Notre Georges mérite le meilleur, n'est-ce pas ?» chaque fois que quelqu'un osait questionner son comportement. Ce manque de responsabilité rendit Georges arrogant. Il croyait que le monde tournait autour de lui, et ses parents renforçaient cette croyance chaque jour. Lorsque Georges commença l'école, son sentiment de droit devint douloureusement évident pour tout le monde autour de lui. Ses camarades de classe apprirent rapidement que Georges n'était pas comme eux. Il ne suivait pas les règles, et il n'avait jamais de conséquences lorsqu'il les enfreignait. Un matin pendant la récréation, un groupe d'enfants jouait au football dans la cour de l'école. Georges, qui ne faisait pas partie du jeu, s'approcha et exigea le ballon. « Donne-le-moi, dit-il, son ton impérieux. L'un des garçons, un enfant tranquille nommé Peter, hésita. Mais nous sommes en plein milieu d'un match. Le visage de Georges s'assombrit. J'ai dit, donne-le-moi. Sans attendre de réponse, il arracha le ballon et le frappa violemment, l'envoyant voler par-dessus la clôture et dans la rue. Les autres enfants restèrent dans un silence stupéfait tandis que Georges souriait narquoisement. La prochaine fois, écoutez quand je vous dis quelque chose. Lorsque l'enseignant apprit l'incident, les parents de Georges furent convoqués à l'école. Mais au lieu de réprimander leur fils, ils firent un don généreux au fonds scolaire et promirent que cela ne se reproduirait plus. Ce sont des garçons, dit son père en riant en signant le chèque. Les autres élèves remarquèrent que Georges ne faisait jamais l'objet d'aucune punition. Cela l'enhardit davantage. Georges aimait étaler la richesse de sa famille. Il se présentait à l'école avec les derniers gadgets, se vantant de leur coût. « Regardez ma nouvelle montre connectée », dit-il un jour, agitant son poignet devant ses camarades de classe. « C'est la plus chère du marché. Mon père me l'a achetée hier. » Une autre fois, pendant le déjeuner, Georges sortit un repas gastronomique préparé par un chef privé. « Qu'est-ce que tu manges » demanda-t-il à l'un des autres garçons, fronçant le nez à la vue d'un sandwich fait maison. « Ça a l'air dégoûtant. Tu devrais dire à tes parents d'engager un meilleur cuisinier. » Ses camarades de classe finirent par le détester, mais peu osaient lui tenir tête. L'intimidation de Georges n'était pas seulement verbale. Elle pouvait devenir physique lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Un jour, un nouvel élève nommé Daniel rejoignit la classe de Georges. Daniel était calme et poli, mais il venait d'un milieu modeste et n'avait pas les vêtements coûteux ou les gadgets auxquels Georges était habitué. Pendant le cours d'art, Daniel renversa accidentellement de la peinture sur les chaussures de Georges. Les chaussures, bien sûr, étaient de marque et scandaleusement chères. « Sais-tu combien coûtent ces chaussures » cria Georges, se levant et dominant Daniel. « Je suis désolé » balbutia Daniel. C'était un accident. « Désolé ne suffit pas » cria Georges. Il attrapa un pinceau et barbouilla de la peinture rouge vive sur le devant de la chemise de Daniel. « Maintenant nous sommes quittes. » L'enseignant intervint, mais les parents de Georges furent rapides à justifier son comportement.
Il ne fait que se défendre, dit sa mère quand l'école appela. Ce garçon aurait dû être plus prudent. Une fois de plus, George n'eut aucune conséquence réelle, et Daniel devint le dernier d'une longue lignée d'enfants qu'il évitait par peur. Les parents de George étaient experts pour couvrir ses erreurs. Chaque fois qu'un enseignant ou un directeur appelait pour signaler le comportement de George, il rejetait la faute ou résolvait le problème avec de l'argent. Lorsque George échoua à un test de mathématiques parce qu'il n'avait pas étudié, ses parents engagèrent le meilleur tuteur privé de la ville et firent un don à l'école. Lorsqu'il enfreignit les règles lors d'une compétition scolaire, ils convainquirent les organisateurs de fermer les yeux sur ses actions. « Pourquoi devrait-il souffrir ?» disait sa mère. « C'est notre seul fils. Il mérite le meilleur. » George grandit en croyant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il voyait ses parents utiliser leur richesse pour plier le monde à leur volonté, et il suivit leur exemple. « Si tu as de l'argent, tu as du pouvoir, disait souvent George. Et si tu as du pouvoir, tu peux tout faire. » À l'adolescence, son sentiment de droit l'avait transformé en un véritable tyran. Il traitait les gens comme s'ils lui étaient inférieurs, exigeant le respect mais n'en offrant aucun en retour. Ses camarades de classe l'évitaient, ses professeurs redoutaient d'avoir affaire à lui, et même ses parents avaient parfois du mal à le maîtriser. Mais George s'en fichait. Il avait été élevé pour croire qu'il était intouchable, et rien dans sa vie n'avait jamais prouvé le contraire. Pour George, la vie était un jeu qu'il gagnait toujours, et quiconque se mettait en travers de son chemin n'était qu'un autre obstacle à écarter. À l'adolescence, le charme de George était devenu son arme, et il la maniait avec habileté. Il était grand, beau et confiant, des traits qui le rendaient impossible à ignorer. Les filles étaient attirées par lui comme des papillons par une flamme, enchantées par ses belles paroles et sa présence magnétique. Mais le charme de George n'était rien de plus qu'un masque, cachant une nature manipulatrice et égoïste qui laissait derrière elle un sillage de cœur brisé. George acquit rapidement la réputation d'être le tombeur ultime. Sa popularité à l'école était inégalée, et toutes les filles voulaient être celles qui capteraient son attention. George le savait, et il appréciait le pouvoir que cela lui donnait. Il ciblait les filles les plus naïves, généralement les filles discrètes qui n'étaient pas habituées à l'attention. Avec un sourire éblouissant et quelques compliments soigneusement choisis, il leur faisait sentir qu'elles étaient spéciales, comme si elles étaient la seule personne au monde. « Tu es différente », disait-il avec un sourire narquois, appuyé négligemment contre un casier. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant. » Pour les filles, cela ressemblait à un conte de fées. Pour George, ce n'était qu'un autre jeu. La richesse de George était un autre outil qu'il utilisait à son avantage. Il exhibait ses vêtements coûteux, ses derniers gadgets et le statut de sa famille pour impressionner ses cibles. « Saisissons l'école », a-t-il dit un jour à une fille nommée Mia, exhibant les clés de sa toute nouvelle voiture de sport. « Je t'emmènerai où tu veux aller. Paris, si tu te sens aventureuse. » Mia, une fille timide qui n'était jamais montée dans un avion, fut complètement séduite. Elle accepta, croyant avoir trouvé quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Mais en une semaine, George était passé à autre chose, la laissant le cœur brisé et confuse. Pour George, les suites de ses flirts n'étaient rien de plus qu'un léger désagrément. Il ghostait les filles qui ne l'intéressaient plus, ignorant leurs appels et messages. Lorsqu'il était confronté, il souriait narquoisement et disait « Je n'ai jamais rien promis. » Elles auraient dû savoir. Mais pour les filles, le chagrin d'amour était réel. Certaines pleuraient dans les couloirs, d'autres écrivaient des lettres de colère, et quelques-unes tentaient même de l'affronter en public. George, cependant, restait imperturbable. « Pourquoi en font-elles tout un plat ?» a-t-il dit un jour à un ami. « C'est juste un peu de divertissement. » Le comportement manipulateur de George laissait une profonde cicatrice sur ceux qui croisaient son chemin, mais il s'en fichait. Il savourait l'attention et le pouvoir qu'il détenait sur les gens. Pour lui, la vie était une question de victoire, et en ce qui le concernait, il avait toujours le contrôle. Les cœurs qu'il brisait en chemin n'étaient que des dommages collatéraux, insignifiants comparés aux frissons de la chasse. George Omican, héritier de l'Omican Company, eut un mariage dont toute la ville parlait. Somptueux au-delà de l'imagination, il comprenait des lustres en cristal, des fleurs importées et une liste d'invités composée de l'élite. Au centre de tout cela se trouvait Alice, une mariée magnifique dans une robe de créateur, son sourire radieux masquant les doutes persistants dans son cœur. Alice avait toujours été franche sur ses raisons d'épouser George. « Je ne vais pas faire semblant que c'est une histoire d'amour »,
a-t-elle dit à sa meilleure amie avant le mariage. George est riche, charmant et puissant. Il peut me donner une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Ça me suffit. À l'époque, cela semblait être une décision pratique. Mais comme Alice allait bientôt l'apprendre, le charme et la richesse de George avaient un prix élevé. Dans les premiers mois de leur mariage, Alice profita des avantages d'être Madame Omican. Elle emménagea dans le domaine familial, où tout le luxe imaginable était à portée de main. Des vêtements de créateurs remplissaient sa garde-robe, une flotte de voitures était à sa disposition, et les événements de la haute société devinrent une partie régulière de sa vie. Mais sous la surface, des fissures commencèrent à apparaître. La nature flirteuse de George, qu'Alice avait autrefois qualifiée d'inoffensive, devint bientôt une source de douleur et d'humiliation. Un soir, lors d'un gala organisé par Omican Company, Alice se tenait aux côtés de George alors qu'ils accueillaient les invités. George était dans son élément, charmant tout le monde dans la pièce. Mais son attention n'était pas sur sa femme. Elle était sur une jeune stagiaire de l'entreprise, une femme à peine sortie de l'université. « Vous êtes magnifique ce soir », dit George à la stagiaire, sa voix basse et douce. « Vous devriez porter cette couleur plus souvent. Elle vous va bien. » Le sourire d'Alice vacilla, mais elle garda son sang-froid. Plus tard ce soir-là, alors qu'il rentrait à la maison, elle l'affronta. « George, qu'est-ce que c'était » exigea-t-elle, la voix tremblante de frustration. « Qu'est-ce que c'était » répondit George, se servant un verre. « Vous flirtiez ouvertement avec cette fille devant tout le monde. Savez-vous à quel point cela m'a gêné ?» George haussa les épaules, son expression indifférente. « Détends-toi, Alice. C'était inoffensif. » Tu dramatises. Alice serra les poings, ressentant un mélange de colère et d'impuissance. « Je t'ai épousé, George. Le moins que tu puisses faire, c'est me respecter en public. Respect. » George ricana, prenant une gorgée de son verre. « Alice, tu savais dans quoi tu t'engageais. Ne fais pas semblant d'être surprise maintenant. » Le premier scandale majeur survint 6 mois seulement après leur mariage. Alice venait de rentrer d'une virée shopping lorsque son téléphone vibra de notifications. Curieuse, elle ouvrit l'un des messages et se figea. Le titre disait « George Omican aperçu avec une femme mystérieuse dans un club privé ». L'article était accompagné de photos de George riant et se penchant près d'une femme glamour dans un salon exclusif. La poitrine d'Alice se serra en faisant défiler l'article. Les commentaires étaient encore pires. Pauvre Alice. Elle doit être tellement gênée. Il n'a pas fallu longtemps à George pour commencer à jouer, n'est-ce pas? L'argent ne peut pas acheter la loyauté. Lorsque George rentra à la maison ce soir-là, Alice l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Tu veux bien expliquer ça » demanda-t-elle, brandissant son téléphone. George jeta un coup d'œil à l'écran et sourit narquoisement. « Ce n'est rien. Juste une réunion d'affaires. »« Une réunion d'affaires » répondit Alice. « Vous riez et chuchotez avec une femme dans un club privé et vous appelez ça des affaires? Tu réfléchis trop, Alice, dit George avec dédain. Les médias aiment faire tout un plat de rien. Alice sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant pour moi? Tout le monde en parle. Le visage de George se durcit. Si tu ne supportes pas un peu d'attention, peut-être que tu n'aurais pas dû m'épouser. Les scandales ne s'arrêtèrent pas. À une autre occasion, Alice assista à un événement caritatif avec George, espérant profiter d'une soirée tranquille. Mais à mi-chemin de la nuit, une femme l'approcha, le visage tordu de colère. « Vous êtes la femme de George, n'est-ce pas » demanda la femme d'une voix forte, attirant l'attention des invités proches. « Oui, je le suis » répondit prudemment Alice. « Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose » dit la femme, sa voix montant. « Votre mari est un menteur et un tricheur. Il m'a fait marcher pendant des mois et a ensuite disparu sans un mot. » Alice sentit ses joues brûler alors que des chuchotements se répandaient dans la foule. Elle tenta de garder son sang-froid, mais l'humiliation était insupportable. Ce soir-là, alors qu'il rentrait à la maison, la frustration d'Alice déborda. « Je ne peux pas continuer à faire ça, George, dit-elle, la voix brisée. Chaque fois que nous sortons, quelqu'un vient me raconter une nouvelle histoire sur vous. Vous souciez-vous seulement de ce que cela me fait ressentir ?» George soupira, se penchant en arrière sur son siège.
Alice, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. Les gens parleront toujours. Tu dois arrêter de laisser ça t'atteindre. Je ne peux pas simplement l'ignorer, cria Alice, je suis ta femme, George. Je mérite mieux que ça. L'expression de George resta froide. Alors peut-être que tu aurais dû épouser quelqu'un d'autre. La goutte d'eau vint quand Alice fut presque physiquement agressée par une femme avec qui George flirtait. Alice était dans une boutique en train d'essayer des robes quand la femme fit irruption et l'affronta. « Vous êtes Alice O'Macan, n'est-ce pas » dit la femme, sa voix tremblante de colère. « Oui » répondit Alice avec prudence. « Votre mari est un menteur » hurla la femme. « Il m'a tout promis, des dîners, des voyages, même le mariage. Et puis il m'a ghosté. Comment pouvez-vous rester marié à quelqu'un comme ça » Avant qu'Alice ne puisse répondre, la femme s'élança sur elle, lui attrapant le bras. Il fallut l'intervention du personnel du magasin pour éloigner la femme. Bouleversée, Alice rentra chez elle et confronta immédiatement George. « J'ai failli être agressée aujourd'hui à cause de vous. » cria-t-elle, la voix tremblante de colère. « Vous souciez-vous seulement de ce que vos actions me font » George leva les yeux de son téléphone, son expression ennuyée. « Je suis désolé que ça soit arrivé, mais ce n'est pas ma faute si les gens ne peuvent pas se contrôler. »« Pas votre faute » cria Alice. « C'est vous qui faites marcher ces femmes. C'est vous la raison pour laquelle je suis humilié partout où je vais. » George soupira, posant son téléphone. « Alice, si c'est trop pour toi, peut-être que tu devrais partir. » Alice le fixa, le cœur brisé. Pour la première fois, elle réalisa à quel point George se souciait peu de ses sentiments. Malgré tout, Alice resta. Elle se disait que c'était à cause du style de vie, de la richesse et du statut. Mais au fond, elle savait que c'était parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait fait une erreur. Elle endurait les scandales, les chuchotements et l'humiliation, espérant qu'un jour George changerait. Mais à chaque nouvel incident, son espoir diminuait. La nuit, elle restait éveillée, se demandant si la vie qu'elle avait choisie valait la douleur qu'elle lui apportait. « Est-ce la vie à laquelle j'ai souscrit » se murmurait-elle. « Suis-je juste un autre trophée pour lui ?» Alice n'avait pas les réponses, mais une chose était claire. Les actions de George la déchiraient. La réputation de George en tant que séducteur n'était un secret pour personne, pas même pour sa femme, Alice. Cela avait commencé petit, un commentaire charmant ici, un regard persistant là-bas. Mais avec le temps, cela a dégénéré. Les femmes étaient attirées par sa richesse, sa confiance et son charme de beau parleur. George se réjouissait de l'attention, sans jamais penser aux conséquences de ses actes, surtout pour Alice. Alice a essayé de minimiser au début. Il est juste amical, se disait-elle, même si les murmures sur le comportement de George commençaient à circuler. Mais bientôt, les murmures se sont transformés en confrontation, et Alice s'est retrouvée face aux conséquences des flirts négligents de George. La première fois que c'est arrivé, Alice était à un gala de bienfaisance, habillée à la perfection dans une robe que George lui avait achetée. Elle se mêlait aux autres invités lorsqu'une femme a fait irruption, le visage rouge de colère. « Vous êtes la femme de George » a demandé la femme, sa voix assez forte pour attirer l'attention. Alice a cligné des yeux, surprise. « Oui, je le suis. Puis-je vous aider ?»« Aidez-moi » a craché la femme. « Votre mari m'a fait miroiter pendant des mois. Il m'a promis des dîners, des vacances, même le mariage. Et puis il a simplement disparu. Savez-vous à quel point c'est humiliant ?» Alice a senti les yeux de toute la pièce se tourner vers elle, le poids du jugement pesant lourdement sur ses épaules. « Il doit y avoir un malentendu » a dit Alice, essayant de garder son calme. « Malentendu » a crié la femme. « J'ai des messages pour le prouver. » Elle a sorti son téléphone, l'agitant en l'air. Avant qu'Alice ne puisse répondre, George est apparu, le visage masqué de charme. « Mesdames, qu'est-ce qui se passe ici » a-t-il demandé Douk. Aimant, passant un bras. La femme l'a regardé fixement. « Vous savez exactement ce qui se passe, George. Ne faites pas l'innocent. »« Allons, allons, » a dit George, d'un ton dédaigneux. « Ne faisons pas de scène. C'était juste un peu de plaisir, rien de sérieux. » Alice a voulu s'enfoncer dans le sol cette nuit-là, alors qu'il rentrait en voiture. Elle l'a affronté. « Comment avez-vous pu me faire ça, George » a-t-elle demandé, la voix tremblante.
Ce n'est pas grave, Alice, grave, Alice, a répondu George, en haussant les épaules. Les gens réagissent de manière excessive tout le temps. Quelques mois plus tard, Alice faisait défiler ses réseaux sociaux lorsque son téléphone a vibré avec des notifications. Curieuse, elle a cliqué sur l'une d'elles et s'est figée. Il y avait une photo de George riant et se blottissant contre une femme dans un salon chic. La légende disait, astérisque George Omicron frappe encore. Comment sa femme supporte-t-elle cela? Astérisque le cœur d'Alice s'est serré en faisant défiler les commentaires. Astérisque pauvre Alice, astérisque elle mérite mieux, astérisque un riche typique, sans loyauté, astérisque si j'étais elle, je le quitterais, astérisque ce soir-là, Alice a affronté George, lui tendant son téléphone. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. George a regardé l'écran et a roulé des yeux. Oh, ça? Ce n'est rien. Juste une réunion d'affaires. Une réunion d'affaires, a répliqué Alice. Vous riez avec elle, vous la touchez à l'épaule. Réalisez-vous à quel point ça a l'air mauvais? George a souri. Alice, tu dramatises. Je ne peux pas contrôler ce que les gens publient en ligne. Alice a senti des larmes monter à ses yeux. Vous souciez-vous seulement de l'image que cela me donne? De ce que cela me fait ressentir? George a soupiré, se penchant en arrière dans sa chaise. Vous m'avez épousé pour le style de vie, n'est-ce pas? Eh bien, cela en fait partie. Faites avec. Alice faisait du shopping dans une boutique haut de gamme lorsqu'une femme furieuse a fait irruption, se dirigeant droit vers elle. Vous êtes la femme de George, n'est-ce pas? A dit la femme, sa voix tremblante de colère. Oui, a répondu Alice prudemment. Puis-je vous aider? Aidez-moi, a crié la femme. Votre mari est un menteur. Il m'a fait croire que nous avions un avenir, et puis il m'a ghosté. Savez-vous ce que ça fait? Alice a regardé autour d'elle, remarquant les autres clientes la fixer. Je pense que vous vous trompez, a-t-elle dit, essayant de rester calme. Je ne me trompe pas, a crié la femme. Vous pouvez la voir, mais sachez simplement qu'il est un tricheur et un fraudeur. La femme a quitté en trombe, laissant Alice humiliée. Elle a rapidement payé ses articles et a quitté le magasin, le visage brûlant de honte. À la maison, elle a confronté George une fois de plus. Cela devient incontrôlable, George. Je ne peux même plus aller faire du shopping sans que quelqu'un me crie dessus, à cause de vous. Les gens adorent les ragots, a dit George, d'un ton dédaigneux. Ce n'est pas ma faute s'ils ne supportent pas le rejet. Vous entendez-vous parler, a crié Alice. Vous ruinez ma vie. George a haussé les épaules. Alors partez, Alice. Mais nous savons tous deux que vous ne le ferez pas. Le pire incident est survenu un après-midi dans un café. Alice s'y était rendue pour un déjeuner tranquille lorsqu'une femme s'est approchée de sa table, son expression furieuse. Vous êtes Alice, n'est-ce pas? La femme de George. Oui, a dit Alice, son estomac se serrant. Savez-vous que votre mari m'a promis de m'épouser, a sifflé la femme. Nous avons passé des semaines ensemble. Il m'a dit que j'étais la bonne, et puis il a disparu. Alice s'est levée, essayant de désamorcer la situation. Je suis désolé que vous soyez blessé, mais je ne peux pas. Avant qu'elle ne puisse finir, la femme lui a attrapé le bras. Vous croyez être meilleur que moi parce que vous avez la bague? Vous n'êtes rien. Alice a retiré son bras, son cœur battant la chamade. Un serveur s'est précipité, repoussant la femme. Madame, vous devez partir, a-t-il dit fermement. La femme a lancé un regard furieux à Alice. Vous êtes pathétique, à rester avec un homme comme ça. Vous vous méritez. Tremblante, Alice a quitté le café et a immédiatement appelé George. J'ai failli être agressée aujourd'hui à cause de vous, a-t-elle crié quand il a décroché. De quoi parlez-vous, a répondu George, d'un ton agacé. Une de vos petites amies m'a affronté. Elle m'a saisi. Vous souciez-vous seulement? Calmez-vous, Alice, a dit George. Vous allez bien, n'est-ce pas? Pourquoi en faites-vous tout un plat? Alice a senti des larmes couler sur son visage. Je n'en peux plus, George. Vous me détruisez. Malgré tout, Alice est restée. Elle se détestait pour cela, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle avait grandi dans une famille modeste et avait épousé George pour la vie qu'il pouvait lui offrir. La pensée de le quitter,
ainsi que la richesse et la sécurité qui l'accompagnaient, la terrifiaient. Mais chaque nouveau scandale érodait son estime de soi. Elle évitait les événements sociaux, craignant de croiser une autre conquête de George. Elle a cessé de lire les tabloïds, sachant qu'ils ne lui apporteraient que plus de douleur. La nuit, pendant que George dormait à côté d'elle, Alice restait éveillée, fixant le plafond. « Est-ce ma vie maintenant ?» se murmurait-elle. « Est-ce tout ce que je vaux ?» Elle en voulait profondément à George, mais elle s'en voulait aussi de rester. Prisonnière entre son malheur et sa dépendance à son égard, Alice se sentait comme une prisonnière dans sa propre vie. C'était un matin de semaine comme les autres, et George et Alice se rendaient au travail. Le trajet était calme, le ronronnement du moteur remplissant l'espace entre eux. Alice était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, se préparant déjà à une autre longue journée. George, cependant, semblait agité. Il tapotait des doigts sur le volant et jetait un coup d'œil à l'horloge. Soudain, alors qu'il passait devant un supermarché local, il fit un écart brusque et entra dans le parking. « Qu'est-ce que tu fais, George ?» demanda Alice, surprise par le virage abrupt. « Je dois aller chercher quelques trucs, » dit George négligemment, se garant déjà près de l'entrée. Alice soupira, les épaules affaissées. « Ça ne peut pas attendre ? On va être en retard. »« Ça ne prendra qu'une minute. » répondit George, ignorant ses inquiétudes en sortant de la voiture. Alice hésita avant de le suivre. Elle avait un mauvais pressentiment. L'expérience lui avait appris qu'une simple commission avec George restait rarement simple. Il avait le don d'attirer l'attention, créant souvent des drames inutiles partout où il allait. En entrant dans le supermarché, George descendit les allées avec confiance, ses chaussures de créateur cliquetant sur le sol carrelé. Alice le suivait à quelques pas derrière, balayant les étagères distraitement. « Qu'est-ce que tu as besoin ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'irritation. « Juste quelques trucs, » dit George vaguement, souriant. Il ne semblait pas pressé, s'arrêtant pour inspecter des articles qu'il n'avait visiblement aucune intention d'acheter. Alice croisa les bras, sa patience s'épuisant. « On est censé être au travail, George. Peux-tu s'il te plaît te dépêcher ?» George la repoussa d'un geste dédaigneux. « Détends-toi, Alice. Nous allons bien. » Alice laissa échapper un autre soupir, sachant qu'il était inutile de discuter. Elle regarda autour du magasin, espérant que leur détour resterait sans incident. Mais au fond, elle ne pouvait se défaire du sentiment que la nature imprévisible de George allait causer des problèmes, comme cela semblait toujours être le cas. George déambulait avec confiance dans le supermarché, ses chaussures polies cliquetant sur le sol. Alice suivait à quelques pas derrière, les bras croisés, le visage arborant l'expression fatiguée de quelqu'un qui s'attend à des ennuis. Elle connaissait trop bien les habitudes de George, et les supermarchés n'étaient pas épargnés par ses frasques. Alors que George tournait un coin, ses yeux tombèrent sur une femme âgée parcourant l'allée des conserves. Elle était vêtue d'un chemisier simple et d'un pantalon ample, portant un sac à main usé qui avait clairement connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, mais son apparence générale suggérait la modestie, peut-être même la pauvreté. Les lèvres de George se recourbèrent en un sourire narquois. « Eh bien, dit-il fort, sa voix résonnant dans l'allée. Qui a laissé cette vieille femme entrer ici ? Qu'est-ce qu'elle pense pouvoir se permettre dans un endroit comme celui-ci ? » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent d'horreur. « George, ne fais pas ça, » murmura-t-elle vivement, lui tirant le bras. « Prenons juste ce dont nous avons besoin et partons. » Mais George était déjà en pleine action. Ignorant Alice, il sortit son téléphone et commença à enregistrer, orientant la caméra vers la femme âgée. « Excusez-moi, mamie, » lança George, agitant son téléphone devant elle. « Savez-vous où vous êtes ? Ce n'est pas le marché de rue local. » La femme se tourna lentement vers lui, son expression calme, mais ses yeux vifs. Elle ne dit rien, ses lèvres serrées en une fine ligne tandis qu'elle continuait à regarder les étagères. Imperturbable, George ricana bruyamment. « Faisons quelque chose d'amusant, » annonça-t-il, sa voix dégoulinant de moquerie. « Vous avez 20 secondes pour choisir n'importe quoi dans le magasin. Si vous pouvez vous le permettre, je vous l'achèterai. Qu'en dites-vous ? » Les autres clients de l'allée commencèrent à remarquer l'agitation, leur regard curieux allant de George à la femme âgée. « George, arrête. » Alice siffla, son visage rougissant d'embarras. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je donne une leçon, Alice, »
dit Georges d'un air suffisant, gardant son téléphone pointé sur la femme. Des gens comme elle devraient se contenter de leurs marchés locaux. Cet endroit est pour les gens qui peuvent vraiment se le permettre. La femme âgée parla enfin, sa voix calme mais ferme. Jeune homme, parlez-vous toujours aux gens de cette façon? Ou est-ce seulement quand vous avez envie de vous montrer? Ces mots semblèrent prendre Georges au dépourvu, mais il se ressaisit rapidement, riant. Oh, mamie a du caractère, dit-il, s'adressant à la foule grandissante de spectateurs. Mais sérieusement, vous avez 20 secondes. Allez-y, impressionnez-moi. La femme leva un sourcil, son calme inébranlable. Et pourquoi devrais-je me prêter à vos bêtises? Georges haussa les épaules, souriant. Parce que ce sera amusant. Ou avez-vous peur de ne rien pouvoir vous permettre ici? La femme soupira, jetant un bref coup d'œil à Alice, dont le visage était maintenant pâle d'embarras. Vous avez peut-être de l'argent, dit-elle, sa voix stable. Mais clairement, vous n'avez aucune manière. La foule murmura en signe d'accord, mais Georges n'était pas ébranlé. L'argent parle plus fort que les manières, rétorqua-t-il, agitant son téléphone vers elle. Allez, mamie. Voyons ce que vous avez. La femme âgée resta sur place, refusant de réagir. Son calme ne fit qu'alimenter les pitreries de Georges. Il fit des gestes dramatiques vers les étagères, sa voix s'élevant pour que tout le monde l'entende. Choisissez quelque chose, n'importe quoi. Peut-être une boîte de soupe? Oh, attendez. Vous ne pouvez peut-être même pas vous permettre ça. Georges, ça suffit. Alice éclata enfin, la voix tremblante. Elle se mit devant lui, essayant de bloquer son téléphone. Tu te ridiculises, et tu me ridiculises. Arrête ça tout de suite. Georges la repoussa d'un revers de main. Détends-toi, Alice. Je m'amuse un peu. S'amuser? Répéta Alice, la voix brisée. Ce n'est pas amusant. C'est cruel. Pendant ce temps, la femme âgée resta silencieuse, son regard perçant fixé sur Georges. La foule s'était agrandie, les clients chuchotant entre eux. Certains enregistraient la scène sur leur propre téléphone, tandis que d'autres regardaient dans un silence stupéfait. Après une longue pause, la femme âgée parla à nouveau. « Jeune homme, vous semblez très fier de vous, dit-elle, sa voix calme mais cinglante. Est-ce que ça vous rend puissant d'humilier quelqu'un que vous ne connaissez pas? » Georges ricana, bien que son sourire vacillât légèrement. « Allez, mamie. C'est juste une blague. Ça ne fait pas de mal. » Ça ne fait pas de mal, répondit la femme, son ton perçant. Vous croyez que se moquer d'une inconnue en public est inoffensif? Vous n'avez aucune idée de qui je suis ou de ce que j'ai traversé. Et pourtant, vous avez décidé que je suis indigne simplement parce que je ne vous ressemble pas. La foule murmura plus fort, beaucoup hochant la tête en signe d'accord. Vous pouvez vous habiller de tous les beaux vêtements que vous voulez, continua la femme, sa voix s'élevant légèrement, mais cela ne cachera pas le fait que vous êtes petit à l'intérieur. L'argent ne peut pas acheter la dignité, jeune homme. Et il ne peut certainement pas acheter le respect. Le sourire narquois de Georges s'évanouit, remplacé par un éclair d'incertitude. Mais il le masqua rapidement avec un rire forcé. Très bien, très bien. Vous avez gagné, mamie. Pas besoin de me faire la morale. Sur ce, il rangea son téléphone, faisant toujours semblant d'être indifférent. Mais le mal était fait, et l'atmosphère dans l'allée était tendue. Alors que la femme âgée se tournait pour partir, Alice ressentit une vague de soulagement. Mais elle fut de courte durée. Une cliente à proximité se pencha vers elle et murmura, « Pauvre de vous. Comment le supportez-vous » Le visage d'Alice brûla de honte. Elle voulait se défendre, expliquer qu'elle n'avait pas choisi cela. Mais aucun mot ne vint. Lorsqu'ils quittèrent enfin le supermarché, le trajet en voiture fut silencieux. Alice regardait par la fenêtre, les mains serrées sur ses genoux. Georges, inconscient du poids de ce qui s'était passé, fredonnait en conduisant. « Pourquoi fais-tu toujours ça » demanda Alice doucement, brisant le silence. « Faire quoi » répondit Georges, la regardant brièvement. « Transformer tout en spectacle. » dit-elle, la voix tremblante. « Te soucies-tu seulement de ce que cela me fait ressentir? De l'image que cela te donne? Détends-toi, Alice, dit Georges avec dédain. Ce n'est pas si grave. Alice se détourna,
la poitrine serrée par la frustration. Elle n'avait plus l'énergie de discuter. Pour Georges, l'incident était déjà oublié. Pour Alice, ce n'était qu'une autre blessure dans un mariage qui en était rempli. La matinée commença comme n'importe quelle autre pour Georges. Il était allongé dans son bureau, sirotant un café, et faisant défiler son téléphone lorsque la sonnette retentit. Alice, occupée à ranger le salon, le regarda. « Tu vas répondre » demanda-t-elle. Georges agita paresseusement la main. « C'est probablement juste une livraison. Que le personnel s'en occupe. » Quelques instants plus tard, une femme de chambre entra, tenant une enveloppe. « Monsieur, ceci vient d'arriver. »« C'est urgent ?» dit-elle, posant l'enveloppe sur la table avant de partir. Georges la saisit, l'ouvrant avec une légère curiosité. Son expression décontractée se durcit rapidement en parcourant le contenu. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, feuilletant les documents. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Alice remarqua le changement de ton. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, s'approchant de lui. « C'est une assignation en justice. » dit Georges, jetant les papiers sur la table comme s'il l'avait brûlé. « Cette vieille femme du supermarché me poursuit en justice. » Le cœur d'Alice se serra. « Vous poursuivre ? Pourquoi ? » « Pour diffamation, harcèlement et détresse émotionnelle, » répondit Georges, sa voix tremblante d'incrédulité. « Vous y croyez ? Elle m'emmène sérieusement au tribunal pour une stupide blague. » Alice prit les papiers, les parcourant rapidement. Son estomac se noua en lisant les charges. « Georges, c'est sérieux » dit-elle doucement. Georges rit, mais son rire était forcé. « Sérieux ? Alice, s'il vous plaît. Savez-vous qui je suis ? » Elle perd son temps. « Mes avocats vont s'en occuper en un rien de temps. » Alice fronça les sourcils. « Georges, vous l'avez humilié en public. Il y a des vidéos. Les gens en parlent déjà en ligne. Vous ne pouvez pas simplement balayer ça. » « Des vidéos » ricana Georges. « Et alors ? » Je m'amusais un peu. Elle devrait plutôt me remercier de lui avoir donné un peu d'attention. La frustration d'Alice déborda. « De l'attention ? Vous l'avez ridiculisé devant une foule, Georges. Vous l'avez enregistré et posté. Comprenez-vous seulement à quel point cela vous donne une mauvaise image ? » Georges roula des yeux. « Alice, arrête de dramatiser. Ce n'est rien qu'un désagrément. Ma famille a eu affaire à pire. Je vais laisser mes avocats s'en occuper, et ça disparaîtra avant que tu ne le saches. » Alice secoua la tête, la voix tremblante de colère. « Tu n'es pas invincible, Georges. Tu ne peux pas simplement jeter de l'argent sur chaque problème et t'attendre à ce qu'il disparaisse. Et si ça nuit à ta réputation ? Et si ça nuit à l'entreprise ? » La mâchoire de Georges se crispa. « Tu t'inquiètes trop. Ce n'est rien qu'une vieille femme mesquine qui cherche de l'attention. Crois-moi, elle n'a aucune chance. » Alice le fixa, la poitrine lourde de frustration. Elle connaissait trop bien l'arrogance de Georges. Mais cette fois, cela semblait différent. Cette fois, les conséquences semblaient réelles. « J'espère que tu as raison » dit Alice doucement, se détournant. Mais au fond, elle doutait qu'il comprenne la tempête qui se préparait. Alors que Georges se penchait en arrière dans sa chaise, ignorant la situation, Alice ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Il jouait avec le feu, et elle craignait que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il ne se brûle. La salle d'audience était bondée, l'air vibrant d'anticipation. Le procès avait suscité une attention considérable, surtout après la vidéo virale des frasques de Georges au supermarché. Des journalistes étaient assis aux dernières rangées, prenant frénétiquement des notes, tandis que les spectateurs chuchotaient entre eux. Georges était assis à la table de la défense, son arrogance habituelle intacte. Il tapotait des doigts sur la table avec impatience, jetant occasionnellement un coup d'œil à son avocat. Alice, assise à côté de lui, semblait nerveuse, les mains serrées dans ses genoux. À la table du plaignant, mademoiselle Angela était assise, posée et composée. Malgré sa tenue modeste, il y avait chez elle un air d'autorité tranquille qui commandait le respect. Son avocat, un homme aux yeux vifs et à la présence imposante, se leva pour s'adresser au juge. « Votre honneur » commença l'avocat d'Angela, « nous avons des preuves irréfutables que M. Georges Omican a non seulement humilié ma cliente dans un lieu public,
mais a également diffamé son caractère en publiant une vidéo en ligne, se moquant d'elle devant un large public. L'avocat désigna l'écran derrière lui, qui s'illumina avec la vidéo désormais tristement célèbre du supermarché. Le tribunal regarda tandis que la voix de Georges résonnait dans la salle. Qui a laissé cette vieille femme entrer ici? Qu'est-ce qu'elle pense pouvoir se permettre? Il y eut des halètements hauts. Alors que la vidéo Georges riant et raillant Angela avec des commentaires comme « Mamie, vous avez 20 secondes pour choisir quelque chose. Voyons ce que vous pouvez vous permettre. » Georges se tortillait inconfortablement sur son siège, sa confiance vacillant tandis que le regard sévère du juge se tournait vers lui. Alice baissa les yeux, le visage pâle d'embarras. « Comme vous pouvez le voir, votre honneur. » Poursuivit l'avocat, les actions de Monsieur Omican n'étaient pas seulement cruelles, mais aussi inutiles. La vidéo est devenue virale, recueillant des millions de vues et entraînant une indignation publique généralisée. Ma cliente a subi une détresse émotionnelle et des dommages à sa réputation à la suite de cet incident. L'avocat se tourna vers le jury. Il ne s'agit pas seulement d'une blague qui a mal tourné. Il s'agit de pouvoir, de privilèges et d'un mépris total pour la dignité humaine. Angela se leva de son siège et se dirigea vers la barre des témoins, le dos droit et le visage calme. La salle d'audience tomba dans le silence lorsqu'elle prêta serment et s'assit. « Mademoiselle Angela, » commença son avocat, « pouvez-vous vous présenter au tribunal ?» Angela hocha la tête. « Je m'appelle Angela Omican, » dit-elle, sa voix stable. Il y eut un murmure de surprise dans la salle d'audience. Georges se crispa sur son siège, son front se plissant de confusion. Angela continua, « Je suis la cofondatrice d'Omican Company. Il y a des années, je me suis associé au père de Georges pour bâtir l'entreprise à partir de rien. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour en faire le succès qu'elle est aujourd'hui. » La mâchoire de Georges tomba. « Quoi » murmura-t-il à voix basse. L'avocat d'Angela brandit un document. « Mademoiselle Angela, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du contrat d'association original entre vous et le père de Monsieur Omican ?» Angela jeta un coup d'œil au papier et hocha la tête. « Oui, c'est exact. À l'époque, nous étions des partenaires égaux. J'ai investi mes économies et mon expertise dans l'entreprise, croyant que ce serait un effort conjoint. » L'avocat s'approcha. « Et que s'est-il passé après que l'entreprise soit devenue prospère ?» Le visage d'Angela se durcit légèrement, mais sa voix resta calme. « Le père de Georges m'a trahi. Il a manipulé le conseil d'administration, falsifié des documents et volé mes actions. J'ai été forcé de quitter l'entreprise que j'avais contribué à bâtir. » La salle d'audience bourdonnait de choc. Le visage de Georges devint rouge alors qu'il se penchait pour chuchoter à son avocat. « Elle est sérieuse ? Ce n'est pas possible. » Angela prit une profonde respiration avant de continuer. « Quand j'ai quitté Omican Company, j'étais dévasté. J'avais tout investi dans cette entreprise. Mais j'ai refusé de laisser la trahison me définir. J'ai recommencé à zéro, bâtissant ma propre entreprise. Ce ne fut pas facile, mais j'y suis parvenu. » L'avocat sourit. « Et quel est le nom de cette entreprise que vous avez bâtie ?» Angela redressa les épaules. « Angela Holdings. » Un halètement collectif balaya la salle. Angela Holdings était un nom connu de tous pour sa domination dans de multiples industries. C'était une entreprise que même Georges admirait, bien qu'il n'ait jamais connu sa fondatrice. L'avocat se tourna vers le jury. « Mademoiselle Angela n'a pas seulement survécu à la trahison. Elle a prospéré. Angela Holdings vaut aujourd'hui des milliards, dépassant Omican Company en richesse et en influence. » Georges semblait avoir été frappé par la foudre. Son arrogance habituelle fut remplacée par l'incrédulité en fixant Angela. L'avocat de Georges se leva, essayant de reprendre le contrôle. « Mademoiselle Angela, bien que votre histoire soit captivante, cette affaire concerne un incident dans un supermarché, pas des transactions commerciales passées. N'est-il pas vrai que Monsieur Omican ignorait votre identité à l'époque ?» Angela le regarda droit dans les yeux. « C'est exact. Il ne savait pas qui j'étais. Mais est-ce que cela excuse son comportement? L'ignorance justifie-t-elle la cruauté ?» L'avocat hésita. La réponse d'Angela avait touché une corde sensible. Avant de descendre de la barre, Angela se tourna vers le jury. « Cette affaire ne me concerne pas seulement moi. Il s'agit de responsabilité.
des gens comme Georges Omican pensent qu'ils peuvent agir sans conséquence en raison de leur richesse et de leurs privilèges. Mais personne n'est au-dessus du respect et de la décence. Si nous ne les tenons pas responsables, ils continueront de nuire aux autres. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un instant, la salle d'audience fut silencieuse. Alors qu'Angela descendait de la barre, Georges s'affaissa sur son siège, sa confiance brisée. Alice le regarda, son expression mêlée de colère et de déception. Pour la première fois, Georges sembla comprendre la gravité de la situation. Il n'affrontait pas seulement un procès. Il affrontait la vérité sur lui-même et sur l'héritage de sa famille. La salle d'audience était silencieuse alors que le juge s'apprêtait à rendre le verdict. Georges était assis rigidement sur sa chaise, son arrogance habituelle remplacée par un mélange de malaise et de frustration. Alice était assise à côté de lui, le visage pâle et tendu, serrant le bord de son siège. De l'autre côté de la salle, Angela était assise, calme et composée, son regard assuré alors qu'elle attendait le jugement. La voix de la juge brisa le silence. Après avoir examiné les preuves, y compris les enregistrements vidéo et les témoignages, ce tribunal déclare M. Georges Omican coupable de diffamation, de harcèlement et d'avoir causé une détresse émotionnelle à la plaignante, Madame Angela Omican. Des halètements parcoururent la salle d'audience, et la mâchoire de Georges se crispa. Son avocat se pencha, chuchotant d'urgence, mais Georges enregistra à peine les mots. Son esprit s'emballait. La juge continua, son ton ferme. Monsieur Omican, vos actions ont été non seulement irrespectueuses, mais aussi un abus flagrant de votre privilège et de votre influence. Ce tribunal vous condamne à verser 500 000 $ de dommages et intérêts à Madame Angela et à présenter des excuses publiques, qui seront diffusées sur toutes les plateformes où la vidéo diffamatoire a été partagée. Le visage de Georges devint écarlate tandis que des murmures éclataient autour de la salle. L'amende était substantielle, mais les excuses publiques étaient la véritable humiliation. La pensée d'admettre ses torts devant des millions lui nouait l'estomac. La voix de la juge s'adoucit légèrement en s'adressant à Angela. Madame Omican, je salue votre dignité et votre calme tout au long de cette affaire. J'espère que cette décision apporte un certain sentiment de justice. Angela hocha la tête gracieusement. Merci, votre honneur. La nouvelle du verdict se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres hurlaient, astérisque Georges Omican condamné à 500 000 $ d'amende et à des excuses publiques, astérisque les réseaux sociaux s'embrasèrent, d'innombrables utilisateurs célébrant la victoire d'Angela. L'héritier autrefois fier de l'Empire Omican était désormais la cible de la moquerie et du mépris. Les mêmes inondèrent Internet, ridiculisant l'incident de Georges au supermarché. Une image le montrait tenant un panier avec la légende, astérisque Georges Omican, le roi autoproclamé de l'allée 2, astérisque une autre montrait Angela avec les mots, astérisque mamie milliardaire. Plus de classe que l'argent ne peut acheter, astérisque Georges ne put échapper aux retombées. Chaque fois qu'il consultait son téléphone, un nouvel article ou commentaire apparaissait, décortiquant son comportement. Son nom était tendance pour toutes les mauvaises raisons, et il ne fallut pas longtemps avant que les sponsors et partenaires commerciaux commencent à prendre leur distance. Angela, cependant, ne se contenta pas de la décision du tribunal. Elle voulait que Georges comprenne vraiment les conséquences de son arrogance. Elle arrangea les excuses pour qu'elles soient aussi publiques et percutantes que possible. La vidéo d'excuses fut filmée dans un studio professionnel, l'équipe d'Angela supervisant chaque détail. Georges, vêtu d'un simple costume, était assis rigidement devant la caméra. Sa confiance habituelle n'était nulle part visible lorsqu'il commença à lire la déclaration préparée. Moi, Georges Omican, je présente publiquement mes excuses pour mes actions envers Madame Angela Omican, dit-il, sa voix plate et tendue. Mon comportement a été irrespectueux et inapproprié. Je regrette la douleur que j'ai causée et assume l'entière responsabilité de mes actions. La vidéo fut postée sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux, ainsi que sur les médias d'information. Angela s'assura qu'elle atteigne tous les recoins d'Internet, garantissant que l'humiliation de Georges soit complète. Pour Georges, les excuses furent le coup de grâce. Voir son propre visage affiché partout, admettant sa culpabilité, était insupportable. Il évitait de sortir de la maison, sachant que les yeux du public étaient sur lui. Même les sorties occasionnelles devenaient un défi car les chuchotements et les regards le suivaient partout où il allait. Alice, bien que solidaire en public, se lassait de l'embarras sans fin. « Tu as causé ça toi-même, Georges » dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis en silence.
Peut-être que maintenant tu y réfléchiras à 2 fois avant d'agir comme si le monde tournait autour de toi. Ces mots étaient cinglants, mais George ne pouvait discuter. Il avait appris, bien trop tard, que son arrogance avait des conséquences. Angela, quant à elle, utilisa sa victoire pour souligner l'importance de la responsabilité. Dans des interviews, elle souligna que l'affaire ne la concernait pas seulement. Il ne s'agit pas seulement de moi, a-t-elle déclaré à un journaliste. Il s'agit de montrer à des gens comme George Omican que leurs actions ont des conséquences. L'argent et les privilèges n'excusent pas les mauvais comportements. Le respect et la gentillesse valent plus que n'importe quelle fortune. Ces paroles résonnèrent auprès du public, cimentant davantage son héritage en tant que figure de force et de dignité. Pour Angela, l'affaire fut plus qu'une victoire personnelle. Ce fut un message à la société, personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la responsabilité. George Omican avait toujours été au centre de la haute société, un homme admiré, ou craint, pour sa richesse, son pouvoir et son charme. Les invitations à des événements exclusifs arrivaient à sa porte presque quotidiennement, et les gens se bousculaient pour s'associer à lui. Mais après l'affaire judiciaire, tout a changé. L'héritier autrefois admiré de l'Empire Omican s'est retrouvé ostracisé. La haute société, qu'il avait auparavant accueilli à bras ouverts, lui tournait maintenant le dos. La chute de George fut rapide et impitoyable. Cela commença par des chuchotements. Au début, George remarqua que les conversations semblaient se calmer chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Les gens qu'il avait autrefois courtisés évitaient maintenant le contact visuel ou s'excusaient rapidement. Lors d'un gala de bienfaisance exclusif, un événement auquel George assistait chaque année en tant qu'invité d'honneur, il ressentit le poids de son nouvel isolement. « N'est-ce pas George Omican » entendit-il murmurer alors qu'il entrait. « Oui » répondit une autre voix. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait eu le culot de se présenter après ce scandale au supermarché. » George a essayé de le nier, redressant les épaules et affichant son sourire confiant habituel. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, il devint clair qu'il n'était plus le bienvenu. D'anciens amis qui le flattaient autrefois reconnaissaient à peine sa présence, et certains l'ignoraient carrément. « George, c'est bien de vous voir » dit un vieil ami maladroitement avant de s'éloigner rapidement. À la fin de la soirée, George se sentait comme un fantôme, errant dans une foule qui refusait de le voir. Les retombées professionnelles furent encore pires. Sponsors et partenaires commerciaux commencèrent à se retirer, craignant d'être associés à sa réputation ternie. Des investisseurs de longue date dans les entreprises Omican commencèrent à retirer leur soutien, invoquant des préoccupations concernant l'image publique. Un jour, l'assistante de George hésita avant d'entrer dans son bureau, tenant une pile de documents. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant » demanda George impatiemment, remarquant sa réticence. « Monsieur » dit-elle prudemment, « plusieurs clients ont décidé de résilier leur contrat avec l'entreprise. » Ils ont cité les événements récents comme raison. Le visage de George s'assombrit. « Les événements récents ? Vous voulez parler de cette affaire ridicule au tribunal ?» L'assistante hocha la tête. « J'en ai bien peur, monsieur. Tout est dans les nouvelles, et beaucoup pensent qu'il est trop risqué de rester associé à l'entreprise. » George la renvoya d'un geste de la main, sa frustration à peine contenue. Mais au fil des semaines, le schéma se répéta. Les contrats échouèrent, les réunions furent annulées, et les portes autrefois grandes ouvertes étaient maintenant fermement closes. À la maison, la tension entre George et Alice atteignit son paroxysme. Alice avait enduré des années d'humiliation à cause du comportement de George, mais les excuses publiques et les retombées qui suivirent l'avaient poussé à bout. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur somptueuse salle à manger, Alice posa sa fourchette et fixa George d'un regard déterminé. « Ça ne peut pas continuer, George, » dit-elle fermement. George leva les yeux de son repas, surpris par son ton. « De quoi parles-tu ? » « Je parle du gâchis que tu as fait, » dit Alice, la voix tremblante de colère et d'épuisement. « Réalises-tu seulement à quel point c'est insupportable de vivre comme ça ? Chaque jour, il y a un nouvel article, un nouveau commentaire, une nouvelle personne qui me regarde comme si j'étais une sorte de folle de rester avec toi. » George fronça les sourcils. « Alice, tu dramatises. Les choses finiront par se calmer. »« Se calmer » répéta Alice, la voix montant. « George, regarde autour de toi. Ta réputation est en ruine. Les gens ne veulent pas être vus avec toi. Les affaires tombent à l'eau, et tu penses que ça va juste passer ? » George se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras.
Que veux-tu que je fasse, Alice? M'excuser encore? Mendier pardon? Alice secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. Je veux que tu changes, George. Je veux que tu arrêtes d'agir comme si le monde tournait autour de toi. Je veux que tu assumes la responsabilité de tes actes pour une fois dans ta vie. George ouvrit la bouche pour argumenter, mais Alice le coupa. Si tu ne le fais pas, je pars, dit-elle, la voix brisée. Je ne peux plus supporter ça. J'ai enduré tellement de choses à cause de toi. Mais j'en ai assez. Soit tu changes, soit je m'en vais. Pour la première fois de sa vie, George ressentit une véritable peur. Alice l'avait menacé de partir auparavant, mais cette fois, c'était différent. Son ton, ses larmes, l'épuisement dans sa voix. Il était clair qu'elle pensait chaque mot. Cette nuit-là, après qu'Alice fut allée se coucher, George s'assit seul dans son bureau. La maison était silencieuse, mais son esprit était tout sauf. Il repensa à tout ce qui avait conduit à ce moment. L'incident du supermarché, le procès, l'humiliation publique. Il pensa à Alice, qui était restée à ses côtés pendant des années malgré son comportement imprudent. Il pensa aux innombrables femmes avec qui il avait flirté, aux partenaires commerciaux qu'il avait écartés, et aux amis qu'il avait utilisés à ses propres fins. Pour la première fois, George commença à se voir comme les autres le voyaient. Arrogant, égoïste et profondément imparfait. Il fixa son reflet dans la fenêtre, la lumière faible de sa lampe de bureau projetant des ombres sur son visage. « Qu'est-ce que je suis devenu » murmura-t-il à lui-même. Les souvenirs affluèrent. Des moments où il avait blessé des gens sans y penser, où il avait ri des critiques, où il avait laissé son ego dicter ses actions. Le poids de ses choix s'installa lourdement sur sa poitrine. George se pencha en arrière dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux. Il ne pouvait plus le nier. Il s'était trompé sur tout. Pendant des années, il s'était appuyé sur sa richesse et son statut pour le protéger des conséquences de ses actes. Il avait traité les gens comme s'il lui était inférieur, croyant que son argent le rendait intouchable. Mais maintenant, assis seul dans sa maison vide, il réalisa tout ce qu'il avait perdu. Les mots d'Alice résonnaient dans son esprit. Astérisque soit tu changes, soit je m'en vais. Astérisque il ne pouvait supporter l'idée de la perdre. Malgré tous ses défauts, George savait au fond que Alice avait été la seule constante de sa vie. Elle avait enduré tant de choses à cause de lui, et il l'avait tenue pour acquise. George soupira, ses épaules s'affaissant. « Je dois arranger ça », murmura-t-il. Pour la première fois, George comprit que le changement ne serait pas facile. Cela exigerait de l'humilité, des efforts et une volonté d'affronter les conséquences de ses actes passés. Mais assis dans le calme de son bureau, il se fit une promesse silencieuse. Il essaierait. La victoire au tribunal fut le moment qu'Angela attendait, non seulement pour gagner l'affaire, mais pour faire comprendre une leçon importante à George et à tous ceux qui avaient assisté à sa disgrâce publique. Cependant, ce que personne, pas même George, ne savait, c'est qu'Angela et Alice avaient planifié cette issue depuis le début. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de responsabilité, quelque chose que George avait évité toute sa vie. L'implication d'Angela dans l'incident du supermarché n'était pas une coïncidence. Pendant des années, elle avait observé George de loin, son arrogance et son sentiment de droit faisant les gros titres, son comportement reflétant celui de son père. Angela avait passé des décennies à essayer de tourner la page après la trahison qu'elle avait subie de la part du patriarche Omican, mais lorsqu'elle vit George humilier publiquement d'autres sans remords, elle sut qu'il fallait faire quelque chose. Alice, quant à elle, s'était lassée de son mariage. Elle avait toléré les flirts de George, les scandales et son mépris pour sa dignité, mais l'incident du supermarché l'avait poussée à bout. Quand Angela la contacta en privé, après avoir reconnu Alice lors d'apparitions publiques, Alice vit une opportunité non seulement d'aider Angela, mais aussi d'enseigner à son mari une leçon qui changerait sa vie. Lors d'une rencontre discrète au domaine d'Angela, loin des regards indiscrets de George, Alice et Angela discutèrent de leurs frustrations communes. Angela révéla son passé avec la famille Omican, détaillant comment le père de George l'avait trahi. Alice écouta attentivement, le cœur serré en réalisant à quel point le comportement toxique de la famille Omican était profondément enraciné. « Je ne cherche pas à me venger », avait dit fermement Angela. « J'ai construit ma vie et mon entreprise sans eux. Mais George doit comprendre que l'arrogance et la cruauté ont des conséquences. » Alice hocha la tête. « Et j'ai besoin qu'il voie les dégâts qu'il a causés.
À moi, aux autres, à lui-même. Il ne m'écoutera pas, mais il pourrait écouter. Ensemble, elles élaborèrent un plan. Angela orchestrerait une situation. On noue le comportement de Jeblement contre lui. Le supermarché devint le cadre parfait, un lieu sans prétention où Angela pouvait jouer le rôle d'une femme âgée modeste, et George pouvait révéler sa vraie nature en public. Angela était convaincue que l'arrogance de George ferait le reste. L'apparition d'Angela au supermarché ce jour-là fut soigneusement calculée. Elle portait des vêtements simples et usés et un vieux sac à main, loin de l'image de la milliardaire puissante qu'elle était. Comme prévu, George mordit à l'hameçon, se moquant d'elle devant une foule et enregistrant son humiliation. C'était exactement le genre de spectacle qu'Angela et Alice avaient anticipé. Angela quitta le supermarché avec une attitude calme, mais dès qu'elle retourna à sa voiture, elle appela Alice. « Ça s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. » dit Angela, sa voix stable. Alice, assise seule dans sa chambre, ferma les yeux et soupira. « J'espère juste que ça va enfin lui faire comprendre. » Le procès fut la phase suivante du plan. L'équipe juridique d'Angela rassembla méticuleusement les preuves, s'assurant que chaque détail du comportement de George soit mis à nu. La vidéo virale devint une pièce maîtresse de l'affaire, mais Angela utilisa aussi le procès comme une opportunité pour révéler son identité et son histoire avec la famille Omican. Lorsqu'Angela révéla qu'elle était la cofondatrice d'Omican Company, la salle d'audience fut stupéfaite. George, en particulier, fut pris au dépourvu. La révélation de la trahison de son père le toucha au vif, mais la présentation calme d'Angela indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice et de responsabilité. À mesure que le procès avançait, l'arrogance de George commença à se fissurer. Pour la première fois, il fut forcé d'affronter les conséquences de ses actes, non seulement au supermarché, mais tout au long de sa vie. Angela et Alice observèrent le poids du procès commencer lentement à l'humilier. Lorsque la juge trancha en faveur d'Angela, les conséquences furent rapides et sévères. La lourde amende et les excuses publiques de George marquèrent la fin de sa position autrefois dominante dans la société. Le public, déjà outré par son comportement, célébra la victoire d'Angela comme un triomphe de la dignité et du respect sur l'arrogance et le sentiment de droit. Angela s'assura que les excuses de George atteignent tous les recoins d'Internet, utilisant les mêmes plateformes qu'il avait autrefois utilisées pour l'humilier. Mais même en obtenant ce règlement de compte public, Angela resta composée, sans jamais se réjouir ni chercher à humilier davantage George. « Il ne s'agit pas de vengeance », a déclaré Angela à une journaliste dans une interview post-procès. « Il s'agit de responsabilité. Des gens comme George doivent apprendre que leurs actions ont des conséquences. La richesse et le pouvoir ne vous rendent pas intouchable. » Le procès marqua également un tournant pour Alice. Pendant des années, elle s'était sentie piégée dans son mariage, endurant l'arrogance et l'infidélité de George en raison de sa dépendance à sa richesse. Mais travailler avec Angela lui donna un sentiment de force et de détermination renouvelé. Pendant le procès, Alice commença à prendre ses distances émotionnellement avec George. Bien qu'elle ne le quitte pas immédiatement, elle lui fit clairement savoir que sa patience était à bout. « Si tu ne changes pas, George, » lui dit-elle un soir, « je le ferai. Je refuse de vivre ainsi plus longtemps. » George, humilié par le procès et la perte de sa réputation, ne discuta pas. Pour la première fois, il sembla comprendre l'ampleur des dégâts qu'il avait causés, non seulement à Angela, mais aussi à Alice. Le procès derrière elle, Angela retourna à sa vie tranquille et réussie. Mais son impact persista, non seulement dans la chute de George, mais dans la conversation publique qu'elle suscita sur l'humilité et le respect. Angela devint un symbole de dignité et de résilience. Elle déclina de multiples offres d'interviews et d'apparitions publiques, choisissant plutôt de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. « Ce que j'ai fait n'est pas extraordinaire », a-t-elle déclaré à Alice lors de l'une de leurs dernières rencontres. C'est ce que ferait n'importe qui ayant un sens de la justice. La vraie victoire n'est pas dans la décision du tribunal. Elle est dans la leçon que George a apprise. Pour George, la vie après le procès fut un contraste saisissant avec le monde qu'il avait autrefois connu. La haute société ne l'accueillait plus, et sa réputation était définitivement ternie. Ses anciens amis l'évitaient, et même ses partenaires commerciaux prenaient leur distance. Confiné à une vie tranquille, George passait la plupart de ses journées à la maison, réfléchissant au choix qui l'avait conduit à ce point. L'héritier autrefois fier de l'Empire Omican était désormais un homme dépouillé de son arrogance,
humilié par les conséquences de ses actes. Alice, bien qu'encore à ses côtés, fixa des limites claires. Elle refusa de tolérer davantage de son comportement passé et déclara clairement que leur mariage ne survivrait pas à un autre scandale. George, désespéré de sauver le peu qu'il lui restait, commença à faire de véritables efforts pour changer. La victoire d'Angela ne se limitait pas à gagner une bataille juridique. Il s'agissait de prouver que le vrai pouvoir réside dans la dignité et la gentillesse, pas dans la richesse et l'arrogance. Son histoire devint un rappel silencieux que le respect ne s'achète pas, et que l'humilité est bien plus précieuse que le statut. Pour George, la leçon fut douloureuse mais nécessaire. Confiné à sa vie tranquille, il commença enfin à comprendre l'importance de l'humilité et de la responsabilité. Et bien qu'il ne retrouve jamais son statut d'antan, il trouva un semblant de paix en acceptant les conséquences de ses actes et en s'efforçant d'être un homme meilleur. Angela, quant à elle, poursuivit son héritage, non pas en tant que milliardaire, mais en tant que symbole de force et de justice, un rappel que l'arrogance mène toujours à la chute et que le vrai pouvoir vient de l'intérieur.